Merci de nous choisir pour vous informer. Madame, Messieurs, bonsoir. Voici les principaux titres du journal. Des réactions s'essuivent au lendemain du verdict rendu mercredi 11 mai dans le procès sur le double assassinat de l'activiste de droits de l'homme Floribert Chebeya et son chauffeur Fidel Bazana. La voix des sans-voix se dit partiellement satisfaite mais prend acte du verdict prononcé. Entre-temps, au Comité international des droits de l'homme, CODO dans sigle, on parle d'un procès au goût d'inachevé. Entre-temps, à l'Assemblée nationale, le groupe des 13 députés initiateurs de la proposition de loi sur la réforme de la loi électorale vient de claquer la porte de la plénière de ce jeudi 12 mai à l'Assemblée nationale. Pour les G13, les bureaux de l'Assemblée nationale et la majorité estampillée Union sacrée cherchent à passer outre la traçabilité des résultats en vue de planifier la fraude électorale en 2023. Enfin, le monde a célébré ce 12 mai la journée internationale des infirmières. Cette année, le thème a mis l'accent sur la nécessité de protéger, soutenir et investir dans la profession infirmière pour renforcer le système de santé partout dans le monde. Voilà tout pour les titres. Madame, Messieurs, bonsoir. Réforme de la loi électorale. La question était sous examen à la plénière de ce jeudi. À l'Assemblée nationale, le groupe des 13 députés initiateurs de la réforme de la loi électorale vient de claquer la porte de la plénière de ce jeudi 12 mai à l'Assemblée nationale pour cause le refus par le président de l'Assemblée nationale d'accorder la motion au député Délice Sanga, un des leaders du groupe 13 qui a défendu la proposition de la loi électorale dénommée loi Lokondo. Dans les couloirs du Palais du Peuple, les G13 accusent les bureaux de la Chambre basse d'avoir élagué une des dispositions majeures de la proposition de loi, à savoir la publication des résultats du vote bureau par bureau, une innovation qui, selon ses initiateurs, répondait pourtant à une des revendications du principal challenger de Félix Tshisekedi à la prochaine présidentielle de 2023. Pour les G13, des bureaux de l'Assemblée nationale et la majorité estampillée Union sacrée cherchent à passer outre la traçabilité des résultats pour planifier la fraude électorale en 2023. À l'extérieur de l'hémicycle, la MOUCA et le FCC insistent sur le consensus autour de la réforme électorale. Je le disais dans les titres, les verdicts dans le procès sur le double assassinat de l'activiste de droits de l'homme Floribert Chebeya et son chauffeur Fidel Bazana est tombé mercredi 11 mai. Le commissaire supérieur Christian Goïkenga Kenga a écopé d'une peine de mort pour assassinat, désertion et détournement d'armes et munitions de guerre. Il est ainsi destitué de la police nationale congolaise. Jacques Mugabo est quant à lui condamné à 12 ans de prison assorti d'une période de sûreté de 10 ans, tandis que le commissaire supérieur adjoint Paul Moulamboué, poursuivi pour désertion, a été acquitté. En réaction, la voix des sans-voix se dit partiellement satisfaite mais prend acte du verdict prononcé. Entre-temps, au Comité international des droits de l'homme, CODO dans sigle, on parle d'un procès au goût d'inachevé. Deborah Wamba signe ce reportage. Le verdict de la haute cour militaire siégeant dans l'affaire du double assassinat des défenseurs des droits de l'homme Floribert Chebeya et Fidel Bazana est tombé le mercredi 11 mai 2022. La peine de mort est conduite contre le commissaire supérieur Christian Goïkenga. Le commandant du bataillon Simba au moment des faits a été reconnu coupable d'assassinat, de désertion et détournement des munitions de guerre. La haute cour a aussi décidé de les destituer de la police nationale congolaise. Jack Migabo, un des exécutants, a écopé de 12 ans de prison pour assassinat et a été destitué de la police. Le policier Paul Milamboué, qui avait cité l'ancien président Joseph Kabila comme commanditaire de ces doubles assassinats, a été tout simplement acquitté par la haute cour militaire. Christian Kenga et Jack Migabo sont sommés de payer aux parties civiles en termes de dommages et intérêts les montants des réparations tels que fixé par son arrêt rendu le 17 septembre 2015. Mais des questions persistent autour du général John Numbi, que d'aucuns désignent comme l'un des commanditaires de ces doubles assassinats. Henri Christian Longenza, activiste des droits de l'homme et directeur exécutif des droits et développement, fait le point de la situation.
Oui, effectivement, madame, je pense bien que personne n'est au-dessus de la loi et que l'affaire Chebeya, que nous appelons souvent comme un crime d'État, personne ne pouvait pas rester comme ça, surtout si sa responsabilité est établie ou soit s'il est cité et qu'il doit être interpellé pour présenter ses moyens de défense. Donc nous pensons que qu'il soit au pays ou qu'il soit en cavale, il y a des procédures et que l'affaire étant déjà à la justice, il est important que la justice puisse fixer l'affaire. Cependant, il estime qu'il y a des avancées concernant la justice par rapport au régime précédent et affirme que le procès est inachevé car chacun doit répondre à ses actes. La satisfaction, elle peut être là dans la mesure où maintenant on sait là où nous sommes. On sait que maintenant il y avait crime et qu'il y a des gens qui sont condamnés, les uns pour peine capitale, les autres avec des amendes, et les poursuites continuent parce que nous invitons de trouver qu'on commence, comme disait la veuve Chebeya, qu'on commence déjà la procédure par rapport à John Numbi et son groupe. Rappelons par ailleurs que Floribert Chebeya Baizire est assassiné en juin 2010 ainsi que son chauffeur. Entre-temps, de voix s'élèvent de plus en plus pour décrier le bilan de la mesure de l'état des sièges en Ituri et dans le Nord Kivu, outre Amnesty International, qui a tout simplement exigé la levée de cette mesure d'exception dans les provinces concernées. Le prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege, avait aussi émis des inquiétudes quant à l'augmentation des violations des droits humains ainsi que le nombre croissant des victimes parmi les populations civiles dans les provinces en conflit sous état des sièges. Entre-temps, la question ne fait pas du tout l'unanimité au sein de la population congolaise. Les Quinois interrogés y vont chacun de son commentaire. Jules Billet est allé à leur rencontre. Faut-il maintenir ou lever l'état des sièges décrété par le chef de l'État il y a une année? Pour le prix Nobel de la paix, Dr Denis Mukwege, le massacre récurrent commis en Ituri consacre l'échec de l'état des sièges et de la diplomatie régionale. Il faut un changement des stratégies et prévenir la répétition des atrocités par une profonde réforme du secteur de la sécurité et une coopération renforcée avec la brigade d'intervention CFR. L'état des sièges peine à convaincre un bon nombre de la population étant donné que les tueries sont en répétition. Tout premièrement, c'est la guerre politique et il y a les gens qui sont en train d'infiltrer notre armée, les Ougandais et les Rwandais qui sont en train de faire en sorte que l'état de siège ça puisse pas réussir. Je sais qu'avec le président Félix, avec toutes les méthodes, on va réussir. Bon, état de siège, il faut on doit lever les mesures de l'état de siège parce que sur terrain, on ne voit absolument rien. Les tueries continuent en cascade. Quand on essaye pour une première fois, une deuxième fois et une troisième fois et que ça ne tient pas, il faut convoquer le gouvernement pour de nouvelles stratégies. En ce qui me concerne, l'état des sièges est vraiment négatif. D'abord, il faut faire une évaluation. Tant l'état des sièges est quitté. Il faut faire l'évaluation avant et pendant l'état de siège, afin de constater s'il y a eu des avancées ou non. Mais le constat est amer. En ce qui me concerne, l'état de siège n'a porté aucun fruit jusque-là. Une évaluation, personnellement, on a sali l'élo, on a télémière. Par ailleurs, une certaine opinion affirme que ce régime spécial a marqué un point positif. Les forces loyalistes ont réussi à neutraliser quelques groupes armés et récupérer certains territoires jadis sous contrôle des groupes armés. D'autres déplacés ont commencé à retourner dans leur localité. Affaire corruption des députés provinciaux dans l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs. Le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Jean-Claude Vwemba, est sorti de sa réserve pour fustiger les propos du candidat malheureux Diomi Ndongala, indexant les députés provinciaux de corrompus. Les détails dans ce reportage signé Daniel Kamboa.
Le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Jean-Claude Mvwemba, est sorti de son silence afin de réagir aux propos indécents tenus par les députés du Mindongala contre les élus provinciaux après son échec aux élections de gouverneurs pour cette province. Dans une vidéo publiée mercredi 11 mai 2022, Jean-Claude Mvwemba a publiquement mis à nu les stratégies malicieuses planifiées par ces derniers pour corrompre les élus provinciaux. Jean-Claude Mvwemba confirme que Dieu Mindongala l'a promis un chèque de $50,000 et un bon contrat de 10 000 sacs de ciment à venir de la Sénat. Chose qui n'a pas été appréciée par les députés, fait-il observer. L'honorable Diogène Diomi a été un candidat comme tout le candidat. Mais des propos opprobres qu'il a voulu jeter sur cette institution m'a offusqué. Et je suis en train de le répondre personnellement. L'honorable candidat, gouverneur, Eugène Diomi est venu me voir en tant qu'électeur. Je lui ai posé la question la première fois. Allez voir les députés. Ne venez pas vous focaliser sur le président Mvwemba. Parce que Mvwemba n'a qu'une seule voix. Je crois que vous étiez là le premier jour à ma résidence. Il est revenu le deuxième jour en disant en caca, parce que c'est mon petit-fils. En caca, par rapport à ce que je suis venu vous voir, vous savez, dans une campagne, quand nous faisons de campagne, tout le monde peut prendre un coca, un biscuit ou tout ce que vous voulez. Comme vous n'aimez plus manger chez les autres, vous n'aimez plus boire avec les gens, c'est pour cela, moi, je vous remets mon makasu, mon tsamba, mon lungwela, mon tondolo et tout. Et il me propose de me donner un chèque de $50,000. Je lui pose la question, à quoi servira ce chèque? Je n'en ai pas besoin. Le makasu, le tondolo, le ntsamba, le lunguila que vous m'avez donné, c'est suffisant. Et il me dit, non, si c'est comme ça, je vous fais un contrat de 6 000 sacs de ciment. Je lui ai posé la question, mais où est-ce que vous aurez ces 6 000 sacs? Chez Sinat. Ça m'a encore fait plus mal, parce que Sinat n'est pas encore ouvert, et je suis en contact avec les travailleurs de Sinat, qui sont en train de se démerder pour trouver un autre partenaire pour qu'ils puissent venir là-bas. Mais je me serais en faux. L'honorable Diomi a été gracié par le chef de l'État. Il n'a pas été amnistié. Il est interdit des alentours de 500 mètres des écoles de filles. Et c'est quelqu'un comme ça qui croyait qu'ici, les députés ne le savaient pas. Comment voulez-vous confier le gouvernorat à quelqu'un qui ne peut même pas aller rendre visite aux écoles de filles? Indigné, le speaker de l'Assemblée provinciale veut bientôt saisir la justice contre Eugène Diomi Mindongala pour qu'il y réponde de ses actes. Dans un autre volet de l'actualité, le chef du gouvernement congolais, Jean-Michel Samalou Kondé, a rassuré mercredi 11 mai les investisseurs sur les efforts de son gouvernement à pacifier la RDC. Il a dit devant la presse présente au forum minier Indaba qui se tient à Cape Town en Afrique du Sud. Des précisions dans cet extrait choisi pour vous par Daniel Kamboa. En tant que gouvernement, et selon la première mission qui nous a été donnée par son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, c'est bien la sécurisation du territoire national, particulièrement à l'est du pays. Et la stratégie dans la lutte pour atteindre cette sécurité totale, c'est d'abord bien sûr des opérations militaires que nous sommes en train de mener sur le terrain, mais à côté de ça, il y a d'autres stratégies, notamment le développement des infrastructures. Ce développement des infrastructures va permettre d'avoir bien sûr plus d'accès, ce qui pourra permettre aux investisseurs d'être plus libres dans le travail d'exploration qu'ils doivent faire et d'accès aux différentes ressources minérales. Bien sûr, à côté de ça, il y a d'autres stratégies de réinsertion que nous voulons avoir, surtout des personnes qui se démobilisent de ces groupes armés. Et vous avez raison de le dire, c'est le développement qui doit être aussi une réponse par rapport à la sécurité. Ici, l'appel qui est fait, c'est que dans le travail de pacification que nous faisons, très vite, une fois que, en même temps que nous travaillons sur les infrastructures, nous allons sécuriser les investissements qui pourront venir et permettre un développement rapide. Ça sera une réponse à l'insécurité. Vous avez totalement raison et c'est notre devoir de le faire ainsi. Alors, vous êtes allé sur d'autres questions, notamment en ce qui concerne la production du lithium. D'abord, il faut savoir que pour la zone dont vous avez parlé, qui se trouve dans le Tanganyika, ce sera une zone économique spéciale pour pouvoir vraiment permettre l'éclosion dans ce secteur. Nous avons bien sûr une société nationale qui œuvre dans le secteur, qui est la Cominière, qui a fait plusieurs partenariats
Et aujourd'hui, c'est à travers ces partenariats-là avec la Communière, donc notamment avec AVZ et d'autres demandes qui sont faites notamment par Gigine, d'après ce que nous savons, et voir dans surtout le premier objectif qui est de nous positionner, nous, dans le gain et le bénéfice de cette matière précise. C'est pour bientôt les débuts des travaux de la réhabilitation des infrastructures de base dans la province du Kasaï oriental. Sont concernés par ce projet les routes nationales numéro 1 et numéro 2 comprises entre Mbujimayi et Kamina par une entreprise allemande ainsi que l'aéroport de Bipemba à Mbujimayi qui doivent être modernisés. Le reportage de Nadine Kosso rendu ici par Bienvenue Yaï. C'est l'entreprise allemande AM qui est chargée de l'exécution des travaux de la réhabilitation des routes nationales numéro 1 dans son tronçon compris entre Mbujimayi, Kamina et la nationale numéro 2 reliant la ville de Mbujimayi dans les Kasaï oriental à celle de Bukavu dans le site Kivu. Pour le gouvernement congolais qui a financé les travaux à travers le fonds de promotion de l'industrie FPI, la volonté étant de désenclaver la province du Kasaï oriental. Outre ces projets, les installations aéroportuaires de Bipemba sont en train d'être construites et modernisées depuis novembre dernier avec les financements de la Banque africaine de développement, BAD en sigle. Si un long rapport avec l'exécution de ces travaux, un ressortissant du Kasaï oriental rencontré au centre-ville de Kinshasa n'a pas caché sa satisfaction. C'est une fierté pour nous que ces voies de communication soient réhabilitées parce que l'évacuation des produits vivriers des zones rurales vers les milieux urbains de consommation, de grande consommation, posait problème lorsque ces routes n'étaient pas praticables. Tous ces tronçons dont vous me parlez, ce sont des tronçons de ravitaillement des grands centres urbains dans l'espace Kasaï. Moi, je crois que ça s'inscrit à l'actif du président de la République parce que la dégradation de ces voies de communication ne date pas d'aujourd'hui. Et quand sous Mobutu, c'était déjà dégradé et les stockades est arrivé avec la parenthèse criminelle de l'AFDL jusqu'aux 18 ans que nous venons de déboulonner du régime Kabila. Notons que, avec ces ouvrages qui désenclavent cette partie du pays, l'acheminement des produits de première nécessité ne posera problème et l'exode rural tant décrié trouvera solution. Rappelons-le, à travers ces projets, le gouvernement congolais entend ouvrir les Kasaï oriental au monde et booster son développement économique. On va parler santé, je le disais, dans les titres, le monde a célébré ce 12 mai la journée internationale des infirmières. Cette année, le thème a mis l'accent sur la nécessité de protéger, soutenir et investir dans la profession infirmière pour renforcer le système de santé partout dans le monde. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. D'une célébration à une autre, les mathématiciennes sont à l'honneur ce 12 mai. Ces femmes influentes du monde scientifique ont certainement marqué l'histoire par leurs œuvres d'esprit. Voilà pourquoi le monde célèbre ce jour la journée internationale des femmes en mathématiques, journée célébrée sous le thème « Les mathématiques unissent », le reportage d'Esther Pinda. À travers l'univers entier, le talent mathématique des femmes est souvent méconnu de la société. C'est dans ce cadre que le monde célèbre chaque 12 mai la journée internationale des femmes en mathématiques. Le thème choisi pour cette année est « Les mathématiques unissent », lequel thème avait été proposé par une étudiante canadienne, Yulia Nesterava, en précisant que la mathématique était un langage commun, un sujet commun que les humains partagent et s'y retrouvent. Parmi les objectifs poursuivis par la célébration de cette journée, il y a entre autres l'amélioration de la compréhension auprès du grand public, des décideurs et des écoles sur l'importance de la mathématique dans l'éducation. Le renforcement des capacités dans l'enseignement des mathématiques et des sciences avec un accent particulier sur les filles et les enfants des pays en voie de développement. L'atteinte de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes et des filles en mathématiques. Pour Priska Makila, ingénieure et promotrice du projet Logette Intelligent, il n'y a pas lieu d'exclure les femmes dans les domaines des mathématiques et d'ailleurs, elle est la preuve vivante que les femmes ont des capacités. Les stéréotypes tels que le maths, ça ne concerne pas que les hommes. Puisque moi-même, je suis une femme
qui œuvrent dans le domaine de l'ingénierie, qui demandent de connaître le mathématique. Bien sûr, l'ingénierie, sont le maths. Pour moi, je pense pas que le maths, ça ne concerne que les hommes, parce que nous avons tous la même capacité intellectuelle de compréhension et de résolution de problèmes. À l'époque, c'était très difficile de trouver ne serait-ce qu'une fille. Tel que moi, j'ai fait l'ISTA, c'était difficile de trouver une fille à l'ISTA, mais aujourd'hui, on arrive quand même à trouver 2, 3 filles dans un auditoire. L'utilité, en tout cas, il y en a beaucoup. Il faut tout le temps s'affirmer. Très souvent, ils ont tendance à minimiser la femme. Et la deuxième chose est que, puisque tu es une femme, tu es dans un domaine où tu évolues avec des hommes, alors la tendance à se comporter comme un homme. La Journée internationale des femmes en mathématiques, autrement appelée Fête mondiale, dédiée à la naissance de Mariam Mirzakhani, éminente mathématicienne iranienne et professeure à l'université de Stanford, la seule femme à avoir reçu la médaille de Fields équivalent du prix Nobel décerné dans de nombreuses disciplines. Et la musique s'invite aussi dans ce journal. Les amoureux de la musique congolaise pourront retrouver dans un même podium les anciens fondateurs du groupe musical Wenge Musica 4x4 au mois de juin prochain. De quoi motiver leurs fans à assister à ce concert inédit que le fondateur compte livrer en date du 30 juin au stade des Martyrs après 25 ans de séparation. Le reportage de Jacques Mounene. Lutte contre les tribalismes, c'est sous ce thème que les anciens fondateurs du groupe musical 4x4 vont livrer un méga concert le 30 juin prochain au stade des Martyrs de Kinshasa. C'est là après 25 années de séparation du clan Wenge. Les amoureux de la musique congolaise, éblouis par les réchauffements des relations professionnelles entre les grandes figures de la rumba des années 80 et 90, Jibé Piana, Werason, Alem Akaba et Didier Masela, ont affiché leur détermination de revivre les chansons comme Moulolo, Kiné Bougé, Kalai Boing, Princesse, Patti, pour ne citer que celle-là. Quelques fans ont salué cette réconciliation qui coïncide avec la célébration de l'indépendance de la RDC. Je me réjouis de l'initiative de les voir tous se remettre ensemble dans le but de livrer un concert, surtout à cette date historique de la fête de notre indépendance. C'est vraiment une bonne chose, surtout pour nous qui sommes de la génération Wenge. Par ailleurs, un quinoa n'a pas manqué de fustiger les dépenses exorbitantes engagées en faveur de ces concerts pendant qu'il y a des priorités non encore résolues. La façon dont les musiciens ont exigé chacun, je n'ai pas de précision, mais la façon dont ils ont exigé chacun, si c'est autour de 30 ou 50 000 $ chacun, c'est pas bon. Quelle est leur contribution pour la nation? Si alors que cet événement tant attendu contribuera naturellement à la consolidation de l'unité nationale et à la lutte contre les tribalismes. Le sport est également de la partie. Un duel des poids lourds aura lieu en fin de semaine. Tony Yoka et Martin Bacolé se retrouveront sur les rings ce samedi soir à l'accord d'Arena de Paris après un long retard dû à la pandémie à coronavirus. Une victoire offrirait à l'un de ces deux combattants l'occasion de se placer sérieusement dans l'optique d'un titre mondial. On retrouve une fois de plus Daniel Kamboa. Adversaire de Tony Yoka, c'est samedi 14 mai 2022 à l'accord Arena de Paris. Le boxeur congolais Martin Bacolé se présentera avec l'envie d'infliger aux Français sa première défaite malgré son titre de champion olympique 2016 des poids lourds. À la question de savoir dans quel état êtes-vous avant ce qui peut être le plus grand défi de la carrière, Martin Bacolé répond: je me sens très bien, je suis concentré sur le combat de samedi, je suis prêt. Ce n'est pas le plus gros, mais ça fait partie des étapes de ma carrière. C'est un combat qui aura une résonance en Afrique. Avant d'ajouter, je sais en quoi je crois et je les battrai. Je les respecte, il doit me respecter. Il est grand pour Paris, mais pas pour le reste du monde, a-t-il conclu. Le boxeur français de 29 ans, classé 20e mondial, invaincu en 11 combats pro, affrontera en 10 rounds le Congolais Martin Bacolé, âgé de 28 ans et 18e mondial, qui totalise 17 victoires et une défaite. Les 14 pour CPL Sabafan, c'est que s'entraîner bien, quand on a s'entraîner,
fair play joueront surtout. Après sa victoire par KO au 7e round contre les boxeurs Petar Milas au stade Roland-Garros en septembre 2021, Tony Yoka remontera sur les rings dans une nouvelle arène encore plus grande contre un adversaire solide et de grande qualité. Ce journal est terminé, mais pour tous ceux qui nous ont pris en cours de diffusion, voici le rappel des titres. Des réactions se suivent au lendemain du verdict rendu mercredi 11 mai dans le procès sur le double assassinat de l'activiste des droits de l'homme Floribert Chebeya et son chauffeur Fidel Bazana. La voix de son voix se dit partiellement satisfaite, mais prend acte du verdict prononcé. Entre-temps, au Comité international des droits de l'homme, CODOD en sigle, on parle d'un procès au bout d'inachevé. Entre-temps, à l'Assemblée nationale, le groupe des 13 députés initiateurs de la proposition de loi sur la réforme de la loi électorale vient de claquer la porte de la plénière de ce jeudi 12 mai à l'Assemblée nationale pour les G13. Les bureaux de l'Assemblée nationale et la majorité estampillée Union Sacrée cherchent à passer outre la traçabilité des résultats en vue de planifier la fraude électorale en 2023. Enfin, le monde a célébré ce 12 mai la Journée internationale des infirmières. Cette année, le thème a mis l'accent sur la nécessité de protéger, soutenir et investir dans la profession infirmière pour renforcer le système de santé partout dans le monde. Voilà ce qui vient complètement boucler cette session d'information sur les antennes de Congo Buzz Télévision. L'information est en continu sur notre site internet www.congobuzz.net, mais également sur notre chaîne YouTube. Au revoir.